Bonjour, nous recevons aujourd'hui deux illustres personnages de Neuve Maisons et de Pont-Saint-Vincent et vos alentours, les créateurs, dont j'en faisais partie, les créateurs de Fréquence Métal. Nous avons Bernard Collin. Bernard Collin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots très rapidement? Alors très rapidement, donc moi je suis commercial depuis toujours, donc maintenant je suis en retraite évidemment, mais si tu veux, quand j'étais approché pour créer Fréquence Métal, j'ai tout de suite dans mon idée pensé à en faire quelque chose de commercial pour la faire vivre. Donc voilà. Donc, tu t'occupais des médias. Je m'occupais des médias. Rosario Butis, donc un passionné de musique, peux-tu te présenter en très rapidement et nous dire quel était ton rôle au sein de Fréquence Métal? Juste une petite présentation rapide. Eh bien, à l'origine du projet, Fréquence Métal, au départ, je pense que je l'ai créé dans le but d'employer 5 personnes en continu, voilà, donner du travail à 5 personnes, c'était mon but au départ. Ok, donc Rosario Butis, un passionné des médias également, et on va parler de Fréquence Métal, on va essayer d'éclaircir et de raconter un peu cette histoire qui a marqué notre territoire. Alors Fréquence Métal, pour la petite histoire, ça t'est venu parce que c'est toi Rosario qui a eu cette idée merveilleuse de créer Fréquence Métal, la radio locale. Alors ça s'est passé comment? Comment ça se fait que tu as eu l'idée comme ça, pourquoi pas une radio locale ici dans le coin? Alors, je me suis un petit peu inspiré de mes origines, et il faut savoir une chose, c'est qu'en Italie, les radios locales, c'était quelque chose d'installé. Bon, à l'époque, c'était François Mitterrand qui a libéré donc, voilà, c'est ce que les ondes, et quand je dis les ondes locales en particulier. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous avons commencé en totale illégalité, puisque nous avons commencé avant que ces ondes soient effectivement libérées. Moi j'ai amené 2 articles là, donc c'est un article sur Neuve Maisons. Donc article Neuve Maisons, l'éventuelle création d'une station de radio locale évoquée au conseil municipal. Parce que là je vois, j'ai un article maintenant, c'est à Pont-Saint-Vincent, Radio Fréquence Métal, un long chemin encore à parcourir. Tu as rencontré les élus de Neuve Maisons, tu as rencontré les élus de Pont-Saint-Vincent. Et donc voilà, ils ont parlé de la radio et ils ont dit c'est une bonne idée, mais on veut avoir quelques infos. Est-ce qu'ils se sont dit ce gars-là il est complètement fou, ou est-ce qu'ils se sont dit l'idée elle est bonne, on y va? Par contre, pourquoi Pont-Saint-Vincent et pourquoi pas Neuve Maisons, et pourquoi pas Neuve Maisons ou Pont-Saint-Vincent? Pourquoi ça s'est fait à Pont-Saint-Vincent? Il y a eu un effort de fait de la part de la municipalité de Pont-Saint-Vincent qui, d'une part, a mis à disposition des locaux, puisque nous avons apporté la partie technique et la municipalité a apporté la partie logistique. Et donc c'est ce que j'attendais de la part de Neuve Maisons. Plus grosse municipalité. Eh bien non, c'est la petite municipalité qui a fait que Fréquence Métal puisse se créer et surtout avoir un lieu de ralliement. Donc, toujours avant la première émission, là on est toujours dans la construction du projet. Moi je sais que j'en faisais partie, hein, c'est un petit peu, d'ailleurs si TV d'ici, si notre web télé existe, c'est parce que c'est là que j'ai eu le goût du média. Donc, avant d'émettre, il fallait constituer une équipe. C'était quoi le statut? Membre fondateur, on a appelé ça. Je me rappelle très bien, c'était membre fondateur. Et c'était une association. Hein, donc, voilà. Au départ, effectivement, ce fut une association parce que M. Mitterrand avait permis effectivement aux radios locales de se mettre en place, mais sous forme associative et qui plus est sans publicité. Donc les membres fondateurs donnaient chacun à peu près, c'était 100 € je crois. Au départ c'était 50 francs. Donc on donnait 50 francs chacun, et ça permettait d'acheter les tout premiers matériels, les émetteurs, etc. Ça, tout à fait. Et je me rappelle, j'avais entendu l'interview d'un grand patron d'une radio. Donc je peux la citer, d'ailleurs c'était Énergie, et donc Baudrecou qui était interviewé disait « Nous avons démarré avec rien, nous étions 7, et on a mis chacun 1 million, 1 million. » Alors l'animateur lui dit « Vous avez mis chacun 1 million, 1 million, 1 million ancien ?» Et dit « Non, quand même pas, on a mis chacun 1 million de francs, donc à l'époque, et nous avons créé Énergie. » Et donc j'ai pensé aussitôt à Fréquence Métal, nous, on était à peu près 7, on avait mis 50 francs, et on avait réussi quand même à faire une radio. Alors justement, donc, on reçoit l'émetteur, il a été installé où? Tu l'as testé? Alors, la première fois que l'émetteur a été, testé, ce fut chez moi. Tu as passé un disque. Oui. Et je me rappelle du disque. Dis-moi.
le titre c'était Don't Go. Et tu avais ce disque, c'était une chanson à l'époque qui avait beaucoup de succès, une chanteuse, enfin ça me reviendra le nom de la chanteuse. Et donc tu as mis ce disque sur la platine, et puis on est devant nos oreilles incrédules, en fait ça a marché du premier coup en fait. Et c'était extraordinaire parce qu'il émettait depuis chez lui un disque au hasard, le premier de ta pile. Dongo. Dongo. Alors, Et n'y va pas. Il n'y va pas. Et en fait, ça l'a fait. Et ça l'a fait. C'est ça qui est Et extraordinaire. on y est allé. Et on y est allé, et c'était le début d'une grande aventure. Et ben voilà. Et donc là, ensuite, donc, voilà, premier test avec première diffusion depuis chez toi. Ensuite, on s'installe donc nos petits bois, c'est ça? Enfin, il y a quelques séquences qui ont été oubliées, mais pas encore. Oui, Oui, parce alors, qu'on a démarré rue Carnot quand même, 48 Carnot. oui, Et t'as après- raison, tu as bien sûr. raison, tu as raison. C'était Et longtemps après, la mairie nous a fait là, des locaux flambant neufs, magnifiques, oui, donc qui étaient au petit bois. On montait un escalier, on arrivait dans un petit studio, il y avait un petit couloir, on arrivait dans le studio de l'enregistrement. C'était assez fonctionnel, c'était très petit, Oui. c'était très convivial. Et là, on a créé ce qu'on appelle une solidarité, une fraternité, une équipe de dirigeants, les membres fondateurs, Oui. mais également les animateurs qui étaient tous des bénévoles, passionnés, Oui. et qui au début venaient avec leur pile de disques, parce que la radio n'avait pas le moyen d'acheter les disques. Et petit à petit, la radio s'est développée, a acheté ses disques, et puis un jour, on a décidé de franchir le pas ça on en reparlera, mais de faire de la publicité pour avoir un financement un petit stable. financement. Donc là, je disais, oui, j'ai un petit article sur La Fouine. Donc, alors, La Fouine, c'est un petit journal de l'époque qui a On s'en rappelle existé. bien, hein. Qui a existé un petit peu de temps et qui a malheureusement, comme Fréquence Métal, a arrêté ses portes. Donc je vois les numéros de téléphone de 347 1436, ça y en manque là. Oui. Au niveau des dates, parce qu'effectivement on a complètement zappé, c'est avant d'émettre, on était dans les années début de 80, donc 81, 82, 83, hein, c'est ça? On a commencé à émettre en 81, dès Alors, 1980. Parce que là, je vois là, mars 83, un petit article de presse, et Radio Fréquence Métal, un long chemin à parcourir. Donc, Évidemment, nous émettions en 83 et même en 82. Mais on émettait en catimini, On puisque émettait on n'avait pas encore d'autorisation. on émettait complètement d'une façon illégale, et donc nous avions fait une manifestation pour obtenir de l'autorisation d'émettre. je me souviens. Cette manifestation, donc les maires de notre maison, à l'époque, donc la municipalité avait changé, Oui. donc M. Vinchelin était présent. Il y avait M. Soren, évidemment, qui nous soutenait depuis le début, mais les autres maires aussi, également des communes environnantes, nous ont soutenus. Et je me rappelle que nous avions fait une pétition avec tous les habitants des différentes villes. Et j'avais été porter cette pétition à Pont-à-Mousson, à l'abbaye des Prémontrés, auprès de Mme Michel Cotta, qui recevait donc les associations. On avait fait tellement de bruit qu'on a finalement obtenu cette autorisation en 83. Mais on avait émis évidemment 2 ans en totale illégalité. Facile. Et donc nous n'avions peur de rien, on émettait d'une façon illégale. Et de toute façon, quand on a commencé la publicité, c'était encore pas autorisé pour les radios locales. Et ça, on l'a fait aussi en illégalité. Parce que les seules choses qui se font, c'est quand on force la loi, c'est quand on est dans l'illégalité. Si on est toujours dans les clous, toujours dans les normes, on ne fait rien. La radio aimait, il y a toute une équipe, donc je crois qu'on était un bon paquet d'animateurs, de bénévoles oui, animateurs, c'était forcément. Une bonne trentaine, je crois, Oui, voire plus. Oui, parce qu'il y avait quand même un certain turnover. Il y a des gens qui s'adaptaient, qui étaient faits pour ça, Alors, d'autres qui se lassaient. alors, je peux citer le record battu en termes de bénévolat. À un moment donné, la radio a fonctionné avec 65 animateurs Voilà. et 24 heures sur 24. Et tu avais quel rôle dans ce côté publicitaire? Parce qu'on a travaillé ensemble tous les deux pendant une paire d'années. Moi, j'étais chargé donc de réaliser les publicités. Voilà. Et toi, tu étais chargé de me les fournir. Donc, je ne sais pas comment tu faisais pour aller les chercher. Alors c'est simple, moi j'étais simplement toqué aux portes de tous les commerçants des alentours, mais même plus loin, parce qu'on a vu la pub du centre commercial Saint-Sébastien, il y a eu des pubs anciennes. Donc j'étais toqué aux portes et j'ai eu un très bon accueil de la part des commerçants qui avaient pour eux, à leur disposition, un média nouveau, quelque chose de plus fort que les journaux locaux, avec qui d'ailleurs on n'a pas... Où ça se passait bien apparemment. Hein. Oui, plutôt bien pour la Fouine, oui. Et donc, ça se passait bien avec la Fouine. Donc, et donc, je commençais à faire les textes, donc je faisais les textes de publicité,
Et après, j'avais mes deux réalisateurs techniques, donc il ne faut pas oublier Stéphane Dourin, donc dit Doudou, qui faisait des publicités, et toi qui faisais aussi des publicités. J'avais deux personnes à disposition. Très bien. Et donc les publicités, elles étaient faites d'une façon extrêmement artisanale, parce que j'écrivais les textes, c'était mon métier, la publicité, ça a toujours été mon métier, et j'avais pas les connaissances techniques pour mixer la musique. Et donc toi, tu étais technicien, tu étais déjà passionné à l'époque par les médias, et Stéphane Dourin, qui était déjà aussi lui passionné, très jeune d'ailleurs, très jeune. Et finalement, ces publicités, je les ai toutes gardées, donc je les ai toutes sur cassette. Et donc ces publicités avaient quand même de la gueule, elles étaient bien, elles étaient des fois audacieuses, des fois elles flirtaient avec la légalité. On n'hésitait pas à faire de la pub pour aussi de l'alcool, il faut le dire franchement, et des choses totalement interdites sans aucune. Mais en fait, nous étions dans la même veine de radio libre. De toute façon, au départ, les publicités-là, elles n'avaient pas normalement le droit de passer, puisque les autorisations de publicité pour les radios locales ont été données bien après qu'on ait commencé. Mais si on n'avait pas commencé cela, la radio n'aurait pas pu vivre, n'aurait pas pu se développer. Et c'est vrai qu'on avait fait des premiers sondages, et on passait un jingle, Fréquence Métal premier dans sa zone d'écoute. Et c'est vrai qu'on était vraiment premier dans notre zone d'écoute, y compris devant les radios nationales, parce que les gens étaient un peu protégés des autres radios géographiquement. À l'époque, tout le monde émettait soi-même avec ses propres antennes. Donc on était dans la vallée, donc dans toute la vallée on passait, et quand on franchissait Brabois, qui était très haut, on ne passait plus, mais il y avait une radio amie, on peut le dire, c'était Rocking Chair, avec qui on avait des très bons contacts, et les gens passaient, en gardant la fréquence de fréquence métal sur leur autoradio. Dès qu'ils passaient à Nancy, ils tombaient sur Rocking Chair, et quand ils revenaient ici, y compris pour les Nancéens qui venaient dans la vallée, effectivement, ils repassaient directement sur Fréquence Effectivement, Métal. le fait d'être dans la vallée, donc effectivement, on ne pouvait pas passer sur Nancy, et du coup, on était protégés. C'est-à-dire que Nancy ne pouvait pas non plus être chez nous, quoi. Donc, du coup, on était. Tant que les radios n'ont pas été rémises par le relais de Malzéville, quoi. Alors, toi, je sais que donc toi, tu étais président, toi, tu t'occupais un peu de la communication, de la pub. Mais est-ce que vous deux, vous êtes testés en tant qu'animateur? Est-ce que vous avez animé des émissions? Bien sûr, on animait des émissions, on ne pouvait pas s'empêcher. Donc moi j'aimais bien les émissions musicales, donc je faisais des émissions thématiques sur des chanteurs. J'aimais bien les chanteurs un petit peu à texte, et puis ce qu'on appelle maintenant la nouvelle scène française. Donc c'est-à-dire la nouvelle scène française, ce sont des vieux maintenant, c'est Michel Jonas, c'est Souchon, voilà. Mais à l'époque c'était les nouveaux chanteurs, et donc je passais ça. Tu te rappelles le nom de ton émission? Alors j'ai eu plusieurs émissions, il y avait le mot libre dedans, je me rappelle. Il revient souvent. Il revient souvent. Et toi, tu as animé des émissions? J'en ai animé quelques-unes, oui, parce qu'effectivement, lorsque il y avait un manque d'animateurs, il fallait bien combler. C'est le président qui s'y collait. Voilà, c'était le président qui s'y collait. Alors, il faut quand même préciser que dans cette, je dirais, aventure, c'est essentiellement une aventure humaine. Et aventure humaine en soi, moi personnellement en qualité de président, un grand mot, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes comme Bernard. Je peux citer Edmond Garbeau. Edmond Garbeau, qui était ton vice-président, qui avait une importance primordiale pour le développement. On peut citer Jean-Paul Louis, qui faisait l'émission des sports. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, en fait, avec des personnalités aussi fortes que celle de Rosario, d'Edmond Garbeau, de Jean-Paul Louis, et passionnés, et de jeunes comme Stéphane Dourin. Et donc, ces gens-là, malgré eux, sans s'en rendre compte, en fait, ont été des piliers de la radio, parce que quand on démarre une aventure et qu'on est indispensable, on s'en rend pas compte. Nous, on fait quoi? On s'amuse. On est nous-mêmes. On est nous-mêmes. On est complètement libre, parce que c'est le mot qui revient, parce que c'était une radio libre. Et l'aventure commence. Et la radio se transforme, parce qu'avec la publicité, on a des obligations d'un peu plus de sérieux, et d'un peu plus de performance. Donc petit à petit, on se professionnalise tout en restant associatif. Alors, justement, au début, tu parlais tout à l'heure de une soixantaine de bénévoles, mais au début, donc vous émettiez 24 heures sur 24, parce que ça nous semble difficile d'émettre 24 heures sur 24. Je parle dans les tout au début, on s'arrêtait vers minuit, je crois. On arrêtait généralement à minuit,
Et donc je vais raconter une anecdote, parce qu'on avait mis des règles très dures, et on avait dit, il faut s'arrêter à minuit, c'est hors de question de continuer après, parce qu'après, voilà, il faut que les auditeurs soient habitués à une certaine fréquence. Et donc, la veille d'un 1er avril, donc quand on n'y pense pas, donc la veille d'un 1er avril, le soir, l'animateur donc c'était José Oliveira, il disait qu'à l'époque, qu'il faisait l'émission, donc je lui téléphone en tant que donc vice-président à l'époque, non, de responsable de la communication, peu importe, et je lui téléphone et je lui dis, écoute, voir, là, j'ai des commerçants qui veulent, je suis en pourparlers pour faire de la publicité, ils veulent une radio sérieuse, et là, si on s'arrête à minuit, là, franchement, là, ça va pas le faire, et donc, est-ce que tu pourrais prolonger d'une demi-heure, parce que justement, je suis avec des commerçants, ils écoutent, donc si ça coupe net, ils vont dire c'est quoi cette radio. Alors évidemment, José est très sympa, il me dit, bah oui Bernard, il n'y a pas de problème, je continue, donc je le laisse continuer. Moi j'étais à côté, j'étais dans la rue d'ailleurs, je l'écoutais, et à minuit un quart, 0h15, je rentre dans le studio furieux, en lui disant, mais c'est pas normal, qu'est-ce que tu fais José? On avait dit qu'on arrêtait à minuit, là, il est minuit 15, tu continues, tu respectes pas les règles, c'est quand même pas normal. Alors, il ne comprenait plus rien, mais il dit, c'est toi qui m'as dit. Puis en plus, tu essayes de me faire croire que c'est moi qui t'ai dit ça. Alors il s'est complètement décontenancé, puis je lui dis, au fait, quelle date on est? Il me dit, on est, puis regarde sa montre. Je me dis, ah la vache, on est le 1er avril. Voilà. Et donc ça, c'était l'époque où on arrêtait à minuit, et après on avait fait quand même un système avec des bandes, avec un gros magnétophone à bande où on enregistrait des émissions qu'on repassait. D'accord. Alors, je me rappelle une qui s'appelait, excuse-moi, s'appelait The Devil Night. On avait fait une émission que j'ai gardée, The Devil Night, où on était parti dans des délires, et finalement qui préfigurait les délires des Hanouna, des Koé, etc. À l'époque, ça se faisait pas, tout le monde était sérieux à la radio, et on avait presque inventé ce live délirant. Je ne sais pas si c'est bien de le mettre à notre crédit, mais en tout cas, on l'avait fait. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'était toute une aventure. Moi, je me rappelle que dans l'émission que j'animais avec Olivier, on mettait les familles, nous appelaient, et on partait par téléphone interposé, donc les gens se parlaient. Enfin, voilà, c'était techniquement c'était interactif. C'était interactif, tout à fait. On peut dire que c'était une radio sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Bien sûr. Oui. Voilà, une radio sans filtre, mais on essayait de mettre des filtres par l'autorité quand même. Voilà. Mon rôle à moi était effectivement, si l'on peut dire, un rôle de déontologie. Excusez-moi d'employer le terme. Que tu faisais très bien, d'ailleurs, à Clément Garbeau, puisque voilà. vous marchiez bien en binôme pour pouvoir réguler, déjà du point de vue légal, et puis aussi du point de vue déontologique, comme tu dis, une radio pour qu'elle soit donc correcte. Et donc voilà, ça a été aussi un vivier de passionnés, enfin un peu de route. Il y en a qui ont fait toute leur carrière professionnelle en rapport avec les médias ou avec la radio. C'est vrai, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à Fréquence Métal qui a donné le goût du média et qui a permis de créer cette web TV. Ça a été une histoire qui a initié pas mal de... On fait partie de l'histoire. On fait partie de l'histoire. C'est une histoire, c'est l'histoire d'une bande de copains, mais c'est quelque chose qui a marqué profondément nos vies personnelles aussi. Tout à fait. Les rencontres, les amitiés, les amours aussi. Combien d'heures par semaine à la radio, ou en tout cas à vous occuper de la radio, à faire des trucs pour la radio? Alors à l'époque, quand je faisais des publicités, je quittais mon travail. Dès que je quittais mon travail, je continuais en quelque sorte en allant voir tous les commerçants de Neuve-Maison. Le soir à minuit, j'étais encore sur le pont pour les émissions. En fait, je peux dire que dans les années 82, 83, 84 et 85, c'était 100% de mon temps de loisir. Il m'arrivait de nombreuses fois, j'étais dans des repas de famille, des fois assez éloignés de Pont-Saint-Vincent où étaient les studios, et j'avais un coup de téléphone. Bernard, il y a un saphir qui a cassé, on n'arrive pas à joindre le technicien, il faut que tu viennes, il y a un animateur qui n'est pas là, est-ce que tu pourrais le remplacer au dernier moment? Enfin, en fait, c'était, je dirais, comme un sacerdoce, une vocation, enfin quelque chose qui quand même empiétait énormément sur la vie privée. Pour cette raison, il faut quand même le dire, c'était un gros investissement en temps et un investissement intellectuel, mental, assez preneur, dans le sens où, lorsqu'on a la responsabilité d'un média, eh bien, il faut avoir la tête sur les épaules. Tous les gens étaient représentés, et d'ailleurs, je me permets de citer à l'époque un animateur qui s'appelait Walter. Walter.
Mais qui animait donc les émissions du matin de très bonne heure. D'ailleurs, on avait... Et le dimanche matin était Voilà. vraiment... Dis donc, on avait bien fait quand même notre guide programme, parce que les anciens se levaient tôt. Et l'émission la plus matinale, c'était celle de Walter. On avait aussi une émission pour les associations portugaises. On avait une émission de métal, des émissions spécialisées. Et c'est vrai qu'au début, on est devenu de plus en plus généraliste. Mais au début de Fréquence Métal, c'était quand même une radio avec des petites spécialités selon les émissions. Et après, effectivement, quand on s'est professionnalisé, on a lissé un peu pour ressembler au format des Virgin Radio actuelles, etc. Donc, c'était un peu l'objectif. après, on est devenu pop-rock, comme on dit. Mais au début, effectivement, on avait des grosses... Et puis, moi, je me rappelle que chaque animateur venait avec sa petite mallette, voilà, son donc propre disque, il emmenait un petit peu son profil musical. Voilà, et après, on a voulu donner quand même une ligne musicale à la radio, ce qui ne s'est pas toujours fait facilement. Et donc, tout ça, ça a duré combien de temps, finalement, donc, entre la première émission depuis chez toi? Vous connaissez les raisons pourquoi elle s'est arrêtée? C'est-à-dire qu'il y a un moment, clic. Bon, pour mon cas personnel, donc moi je suis rentré au début avec Rosario et avec Edmond. Donc j'ai démarré donc, fin 81. La radio n'a jamais cessé de se développer et j'ai quitté la radio en fin 1988 parce que j'avais ma vie, j'avais des choses à faire. Donc j'ai consacré donc 7 ans intensifs donc, à la radio. Après il y a eu des repreneurs qui lui ont donné une voix différente, ils ont voulu grandir trop vite et donc la radio n'a pas pu perdurer. Et cette fréquence, comme les fréquences ne sont jamais perdues, cette fréquence a été utilisée par des entreprises commerciales. Par des entreprises commerciales. Voilà. Mais disons que notre aventure à nous, on peut la situer entre 81 et 89. Quoi. Mais après, effectivement, quand la somme des responsabilités dépasse la somme du plaisir, il y a un moment donné, il faut choisir. Surtout, c'est normal de passer le flambeau à des plus jeunes pour qu'ils continuent. Quoi. Et puis aussi, on peut pas accabler ceux qui sont venus derrière nous, parce que en fait, c'est toute la structure médias en France qui a changé. Toutes les radios sont devenues des radios commerciales. Europe Niger est devenu Europe 2, Europe 2 est devenu Virgin. Les pionniers ont tous disparu et sont tous devenus des gros médias. C'était la suite logique. On peut résumer en disant qu'on a eu une extraordinaire aventure humaine et culturelle. Et ça restera dans nos vies pour toujours. Ah, clairement. Voilà, vous avez fait la première émission de Fréquence Métal et vous faites la première émission de TV d'ici. C'est le passage de flambeau. C'est le passage de flambeau. Voilà. On fait un média qui donne naissance presque à un autre, en tout cas du point de vue symbolique. Exactement. Ça s'est arrêté pratiquement dans une indifférence pratiquement... Parce que les temps avaient changé. Les habitudes d'écoute, déjà les gens ici pouvaient écouter toutes sortes de radios FM différentes de celles de Fréquence Métal. Les animateurs historiques étaient tous partis. Forcément, il y a un moment donné, il y a une lassitude qui se fait. Et ça vient à la fois de la façon dont une radio est dirigée, et puis ça vient aussi du temps qui a changé. Le temps des radios libres était terminé. Il était terminé dans toute la France. Il n'était pas terminé qu'ici, à Neuve-Maison et Pont-Saint-Vincent. Donc c'est normal il fallait que cette radio elle meure, quoi. Oui, c'était. Et voilà. Et finalement, je pense que maintenant la nouvelle aventure, ça va être les nouveaux médias comme celui-ci. Maintenant, Maintenant, c'est plus l'heure des radios libres. Les radios commerciales sont bien installées. C'est l'heure des télé libres. Tu vois, peut-être toi, Dino, être au départ d'une nouvelle aventure avec une télévision libre. Il ne faut surtout pas oublier d'où on est parti. C'est extrêmement important. C'est bien que tu le rappelles parce que c'est extrêmement important. Parce qu'il y a un moment, j'ai été encore parler avec des radios nationales pour louer la fréquence et garder une partie d'émissions locales et une partie d'émissions nationales. Et puis on a vite compris qu'en fait, en faisant ça, on allait simplement vendre la fréquence à une radio nationale. Donc on ne l'a pas fait. On a continué indépendant pendant longtemps parce que, comme le dit très bien Rosario, on se rappelait d'où on venait et à quoi ça servait de servir de fréquence à une radio nationale qui finalement n'avait pas besoin de nous. Et donc c'était quand même pervertir l'esprit de départ. Donc il ne faut pas oublier l'esprit de départ de quelque chose. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était une aventure dans un temps donné
et qui a été merveilleuse, on peut le dire. Et ben en tout cas, là, on en sait déjà beaucoup plus sur Fréquence Pétale. C'est l'heure, parce que de nous, l'émission est terminée, c'est l'heure de nous quitter, mais Voilà. on se voit juste après, on va fêter un petit peu cette première émission. Et en tout cas, Bernard Collin, donc, qui a fait partie des créateurs, était là parmi nous sur TVDC. Rosario Butis, qui a été à l'initiative du projet, qui a eu cette petite étincelle, cette petite idée, qui a été, et ensuite cette grande aventure de Fréquence Pétale. En tout cas, merci d'être venu. Je vais demander au technicien d'envoyer notre jingle. Et puis, en tout cas, Bernard, j'espère que tu vas revenir avec nous pour parler un petit peu de ta passion qui est de l'écriture. Voilà, l'écriture et l'édition, puisque maintenant, Voilà. voilà, je reste toujours dans le domaine de la culturelle, donc maintenant je suis écrivain. Donc, tu reviens nous voir. Voilà, et j'édite aussi d'autres personnes, donc ce sera l'occasion de D'en parler. Exactement. Et vous allez, je pense qu'on aura l'occasion de se voir aussi concernant la musique. Parce que